C'est, bon, étant donné qu'on est lundi, donc on va essayer de terminer la dernière partie du cours que l'on a commencé la dernière fois. Et là, je vous suggère d'avoir justement cette partie-là en face de vous, que ce soit sur votre PC ou bien sur votre téléphone, et qui concerne la partie 4.3 et qui porte sur les propriétés de la transformée de Fourier. Est-ce que tout le monde les a sous les yeux? Oui, monsieur, on a. J'ai dit, est-ce que tout le monde a cette partie-là devant lui? D'accord, monsieur. S'il vous plaît, quand on pose une question, on a droit à une réponse. Oui, monsieur, c'est bon. Bon, vous ne pouvez pas parler, vous pouvez au moins écrire. Monsieur, c'est bon. Donc j'ai dit que, est-ce que vous avez cette partie-là sous les yeux? Parce qu'on ne peut pas travailler comme ça en l'air, là. Tout le monde doit avoir cette deuxième partie de la transformée de Fourier devant lui. Comme ça, on va suivre tous ensemble et au fur et à mesure. Est-ce que vous avez tous avec vous cette partie? Oui, monsieur. Je ne vous entends pas. Hein. Sinon, vous essayez d'écrire. Ah, il n'y a qu'une seule réponse. Il n'y a que M. Zaboub. Est-ce qu'il y a d'autres réponses là? Boumerdassi, où est-ce que vous êtes? Quelle page? Monsieur, Oui. quelle page? J'ai dit, est-ce que vous avez cette partie-là devant les yeux? Devant vous? Oui, monsieur. Série de Fourier. Pardon? C'est le cours. Aujourd'hui, on va continuer le cours. Transformée de Fourier. Sur les propriétés de la transformée de Fourier, la partie 4.3. Oui, monsieur. Que vous avez là en PDF. Oui, monsieur. Est-ce que tout le monde l'a avec eux? Les propriétés transformées de Fourier. Oui, monsieur, on a fait. Est-ce que vous l'avez retrouvé? N'oubliez pas, on est au chapitre 4. C'est bon, on peut y aller? Non, parce que c'est une partie qui est très très importante là, dans le calcul de la transformation de Fourier. Comme on va le voir, elle va nous simplifier énormément les calculs. Donc dès qu'on a la possibilité d'utiliser une de ces propriétés, il faut le faire. Comme ça vous fait gagner beaucoup de temps et ça vous évite aussi beaucoup d'erreurs. Et tout le monde est prêt là? Bon, allons-y alors. Donc, comme vous le voyez là, c'est la partie 4.3 qui s'intitule « Propriétés de la transformée de Fourier ». Comme j'ai dit, ces propriétés sont nombreuses. Sauf que bon, j'ai sélectionné les plus importantes et les plus utiles aussi, c'est-à-dire celles dont vous aurez besoin impérativement dans le calcul de n'importe quelle transformée de Fourier. Et là, la première propriété est très connue d'ailleurs, et qui est pour toutes les transformations, que ce soit de Laplace, Z, etc. C'est ce qu'on appelle la propriété de linéarité.
Et qui veut dire quoi? Elle veut dire que tout simplement, si une fonction x1 de t, la transformée est grand x1 de oméga, bien de f, et qui est donnée par l'expression intégrale de x1 exponentielle de moins j oméga t dt. Et que nous avons aussi parallèlement un autre signal x2, dont nous avons aussi la transformée grand x2 de oméga. Alors cette propriété, elle dit quoi? Elle dit tout simplement que si on cherche la transformée de A1 x1 plus A2 x2, avec A1 et A2 des réels, donc la transformée de cette combinaison des deux signaux, et comme vous le voyez aussi, c'est-à-dire on applique la définition, et on arrive au résultat final qui nous donne A1 grand x1 de oméga plus A2 grand x2 de oméga. Donc, comme les deux signaux dans le domaine temporel sont additionnés, c'est-à-dire A1x1 plus A2x2 de t, dans le domaine fréquentiel, leurs transformées respectives sont elles aussi additionnées. Et là, on peut juste se rappeler, par exemple, le cas de la dernière fois qu'on a fait en TD. On avait un signal qui était composé de deux parties, une exponentielle avec un plus et l'autre une exponentielle avec un moins. Et la transformée du signal global, c'était quoi? C'était la somme des deux transformées. Si vous vous rappelez, on a trouvé le premier, c'est égal à 1 sur A plus J oméga, et le deuxième, c'était 1 sur A moins J oméga, je crois. Et on a fait la somme des transformées respectives de chacun des deux signaux, bien de chaque partie. La partie négative était définie avec une exponentielle de plus et la partie positive était définie avec une exponentielle de moins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la propriété de linéarité. C'est-à-dire que lorsque vous avez un signal qui est composé de deux signaux, par exemple, il suffit de faire la transformée de l'un, ensuite de l'autre, et de faire la somme des deux transformés. Est-ce que c'est clair pour cette linéarité? Oui, monsieur. Je dis, est-ce que c'est clair, cette propriété de linéarité? C'est comme d'habitude, là. On dirait que j'ai juste une petite poignée, une toute petite poignée Oui, monsieur. de gens qui sont là, bien qui participent. C'est toujours les mêmes. C'est les Flier, des Hémé, Hafar, Boumerdas, parfois Saifi. Donc, j'ai dit, est-ce que c'est clair pour cette partie de linéarité? Comment qu'on l'applique? Ok, on va en passer à la propriété suivante, que l'on appelle la propriété de décalage temporel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans ce cas-là tout simplement que si nous avons un signal x de t, et là aussi dont on connaît la transformée de Fourier, qui est donnée par grand X de oméga, et l'intégrale de x de t exponentielle de moins j oméga t dt. Maintenant, si on cherche la transformée du même signal x de t, mais décalé de t0, c'est-à-dire x de t moins t0, donc sa transformée, c'est quoi? C'est tout simplement intégrale de x de t moins t0 exponentielle de moins j oméga t dt. Et lorsque vous faites un petit changement de variable de taux égale t moins t0, on aboutit à intégrale de x de taux exponentielle de moins j oméga facteur de taux plus t0 d taux. On a fait un changement de variable. Et ceci, c'est quoi? C'est tout simplement intégrale de x de taux. On sépare les deux exponentielles parce que l'une, elle dépend de taux et l'autre, elle ne dépend pas de taux. Et on fait sortir à l'extérieur de l'intégrale celle qui ne dépend pas de taux, c'est-à-dire exponentielle de moins j oméga t0, qui est connue, fois intégrale de x de taux exponentielle de moins j oméga taux des taux. Or, cette intégrale, c'est quoi? Par définition, ce n'est rien d'autre que la transformée de Fourier du signal x de taux, bien x de t.
et qui est donné par grand X de oméga. Donc, la transformée du signal X décalé de T0 n'est rien d'autre que la transformée du signal, X de T lui-même, d'origine, mais multipliée par une exponentielle de moins J oméga T0. Donc, vous n'avez pas du tout à refaire le calcul pour ce signal décalé. Il suffit de prendre le résultat précédent que vous aviez obtenu pour X de T, toute seule, et de le multiplier par exponentielle de moins J oméga T0. Et maintenant, si on s'intéresse au spectre d'amplitude et de phase de ce nouveau signal, c'est-à-dire X de T moins T0, comment qu'il va être ce spectre, ou bien ces deux spectres? Puisque maintenant sa transformée, elle est donnée par exponentielle de moins J oméga T0 fois grand X de oméga. Donc, quel est le module de cette expression-là? Le Monsieur, même. ما فهمتش la question. Pardon? Le ما même فهمتش module. la question تاعك monsieur. La question, j'ai dit que maintenant, on a la transformée de Fourier du signal X de T moins T0. Okay, du signal de départ, mais qui est décalé de T0. Et on a trouvé pour cette transformée que c'était égal à exponentielle de moins J oméga T0 fois grand X de oméga, qui est la transformée du signal de départ X de T. Maintenant, ce que je vous demande, que sera le spectre d'amplitude et de phase de ce nouveau signal, c'est-à-dire de la transformée du nouveau signal, c'est-à-dire X de T moins T0. Ou bien, en d'autres termes, quel est le spectre d'amplitude et de phase du résultat final que l'on vient de trouver, c'est-à-dire exponentielle de moins J oméga T0 fois grand X de oméga. Quel est le module, puisque le spectre d'amplitude est représenté par le module. Donc, quel est le module de cette expression? Le même module. Pardon? Monsieur, Le même module. Est-ce que quelqu'un peut nous dire quel est le module, justement, de cette expression exponentielle de moins J oméga T0 fois grand X de oméga? oméga moins. Je ne sais pas, là, ça coupe, hein, jeune homme. Je ne sais pas où est le problème. Et en sachant qu'on sait que le module, c'est-à-dire la valeur absolue, si vous voulez, d'un produit de deux fonctions, est égal au produit des deux valeurs absolues. Oui ou non? Donc, à partir de là, qu'est-ce que ça nous donne? Monsieur, تما نضربوا لو موديل تاع الاول فوا لو موديل تاع الدوزيام. Pardon, ça coupe, hein, c'est Boumerdassi. Bon, je ne vous entends pas. Hein. Monsieur, c'est le module de X oméga, transformé de Fourier. C'est le module de X oméga, monsieur, transformé de Fourier. X. Je ne sais pas pourquoi, là, la connexion, elle coupe à chaque fois. J'entends le début des phrases, mais pas la fin. Monsieur, le spectre d'amplitude, يكون هو l'amplitude تاع الانتجرال تاع الاخر تاع الفونكسيون تاعنا monsieur. وترانسفورمي تفوري
نحسبوا l'amplitude تاعو هو عندنا فوا اكسبو l'amplitude تاعو هو 1 تسمى يكون l'amplitude تاع اكس اوميغا ترانسفورمي فوري هو سبيكتر. C'est saccadé, hein, Monsieur Dehimi. Je ne vous entends pas de façon continue, mais de façon discontinue. Bon, sinon, vous pouvez écrire là, comme l'a fait M. Soltani, qui dit que c'est le même module. Pourquoi que c'est le même module? Parce que nous savons qu'on a dit que c'est le produit de deux modules. Or, nous savons tous que le module d'une fonction exponentielle complexe est toujours égal à quoi? 1. Est toujours égal à 1, bien sûr, parce que c'est un module de sinus carré plus cosinus carré, qui est égal à 1. Donc, on retrouve le module du signal initial, c'est-à-dire grand X de oméga. C'est pour ça qu'on vous dit en conclusion que la TF de X de T moins T0 possède le même spectre d'amplitude que X de oméga. Mais maintenant, si on cherche la phase de cette expression-là, de exponentielle de moins J oméga T0 fois grand X de oméga. Cette phase, elle sera égale à quoi? Quelle est la phase du produit de deux fonctions complexes? Ça aussi, c'est connu. L'addition de deux phrases, phase. C'est, oui, disons la somme, tout simplement, de façon générale. Ça veut dire que c'est la somme des deux phases, effectivement. On sait que le module du produit de deux fonctions complexes est le produit des modules, et la phase du produit de deux fonctions complexes, c'est la somme des deux phases. Donc, c'est la phase de X de oméga, c'est-à-dire le signal d'origine, plus la phase qui est engendrée par exponentielle de moins J oméga T0. Et qui n'est rien d'autre que moins oméga T0. Donc, vous voyez que le fait de décaler un signal dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel, qu'est-ce qui se passe? C'est que le spectre d'amplitude, il ne bouge pas. C'est-à-dire que le spectre d'amplitude du signal X de T moins T0, c'est exactement le même que le spectre d'amplitude du signal X de T. Mais le spectre de phase du signal X de T moins T0 est décalé de moins oméga T0 par rapport au spectre du signal de X de T. OK? Est-ce que c'est clair là pour ce décalage? Monsieur, tu m'as décalé à part T0. Monsieur. Oui, jeune homme. Monsieur, alors c'est décalé par T0, par moins par avec le moins T0. Je suis désolé, hein, M. Boumerdassi, mais je vous entends en saccadé, c'est-à-dire en discontinu. Mais dites-moi d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur. C'est bon, et on continue, il n'y a pas de coupure. Oui, monsieur. Parce que moi, je vous dis, je vous entends par intermittence, là. C'est-à-dire une fois bon, une fois mauvais. Sinon, pour des cas, vous pouvez écrire vos suggestions si vous avez quelque chose à dire ou bien à demander. OK, là, M. Boumeldassi, dans ce décalage, c'est un décalage de pas de T0, mais de moins oméga T0.
OK? Parce que le décalage, on peut le calculer. Pour grand X de oméga, on a dit que c'était arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Et pour la partie exponentielle de moins j oméga t0, c'est quoi? C'est pareil, c'est arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Or, si on décompose exponentielle de moins j oméga t0 en partie réelle et imaginaire, on obtient cosinus oméga t0 moins j sinus oméga t0. Donc, arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle va nous donner arc tangente de moins sinus oméga t0 sur cosinus oméga t0. C'est-à-dire moins arc tangente de sinus sur cosinus, c'est-à-dire moins arc tangente de tangente. Donc, ça nous donne moins oméga t0. Et c'est comme ça qu'on obtient le déphasage de moins oméga t0. Maintenant, si on passe à la prochaine, qui est le décalage fréquentiel. Donc, tout d'abord, on a vu le décalage temporel. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, tout simplement, quand on a un signal x de t, dont la transformée est grand X de oméga, c'est toujours la même chose au départ. Alors maintenant, on s'intéresse à la transformée de exponentielle de j oméga 0 t fois x de t. Et cette transformée est donnée par l'intégrale de cette fonction-là, exponentielle de j oméga 0 t fois x de t, fois exponentielle de moins j oméga t dt, qui concerne la transformation de Fourier. Et si on réunit les deux exponentielles, on obtient intégrale de x de t fois exponentielle de moins j facteur de oméga moins oméga 0 t dt. Et ça, c'est quoi? Si on revient à la définition de grand X de oméga, au départ, qu'on avait donné, qui est égal à intégrale de x de t exponentielle moins j oméga t dt. Donc maintenant, cette nouvelle intégrale qui est donnée par intégrale de x de t exponentielle de moins j facteur de oméga moins oméga 0 t dt, ce n'est rien d'autre que grand X, c'est-à-dire la transformée, mais au point oméga moins oméga 0. Ce n'est plus au point oméga tout seul, puisque nous avons une exponentielle de moins j oméga moins oméga 0. Donc c'est la transformée de x, mais au point oméga moins oméga 0. Donc là aussi, si vous avez une fonction x de t dont vous connaissez la transformée grand X de oméga, si vous cherchez la transformée de ce signal x de t multiplié par exponentielle de j oméga 0 t, ce n'est pas la peine de refaire tout votre calcul, étant donné que vous avez déjà transformé de x de t, qui est grand X de oméga. Donc, pour déterminer la transformée de x de t fois exponentielle de j oméga 0 t, il suffit de remplacer dans grand X de oméga, oméga par oméga moins oméga 0. OK? Et maintenant, question. Si on cherche la transformée de x de t fois exponentielle de moins j oméga 0 t, ça va être quoi? Donc là, on vous dit que la transformée de x de t fois exponentielle de j oméga 0 t, ce n'est rien d'autre que la transformée de x, mais décalée de oméga 0, c'est-à-dire grand X de oméga moins oméga 0. Mais maintenant, je vous demande quelle est la transformée de x de t fois exponentielle de moins j oméga 0 t. Ça va être quoi? Oui, monsieur Soltani.
Est-ce qu'il y a un autre résultat? Monsieur, Oui, M. Zaboul. monsieur, Effectivement. symétrie t'as transformé par rapport à oméga. Pardon? Monsieur, Il y a un problème de connexion, je crois. C'est pour ça que je vous demande d'écrire là, dans la mesure du possible. Effectivement, comme certains d'entre vous le disent, la transformée de x de t exponentielle de moins j oméga 0 t est donnée par la transformée de x, c'est-à-dire grand X, de oméga plus oméga 0. Ça, c'est avec un signe plus, et non pas un moins. C'est pour ça qu'on vous dit en conclusion que la TF de exponentielle j oméga 0 t x de t possède le même spectre de phase. Parce qu'il n'y a pas d'exponentielle à la fin. Dans le grand X de oméga moins oméga 0. Donc le spectre du signal x de t, c'est exactement le même que le spectre du signal x de t fois exponentielle de j oméga 0 t. Spectre de phase. Mais concernant le spectre d'amplitude, cette fois-ci, comme vous le voyez, étant donné ce grand X de oméga moins oméga 0, donc c'est le même spectre, mais qui est décalé de oméga 0. Et là, c'est un décalage vers la droite. OK, est-ce qu'on comprend cette notion de spectre? Quand est-ce que lequel est décalé, lequel qui n'est pas décalé? Tout à l'heure, pour le décalage temporel, on avait dit que c'était le spectre de phase qui était décalé, mais le spectre d'amplitude restait le même. Mais pour le décalage fréquentiel, maintenant c'est l'inverse. Le spectre de phase, il reste le même, mais le spectre d'amplitude est décalé. OK? Oui, monsieur. Je suis vraiment désolé, hein, parce que là, je ne vous entends pas. Je ne sais pas, probablement, effectivement, c'est une question de connexion là qui est faible. On peut passer à la prochaine propriété. Oui, monsieur. La prochaine propriété, comme vous le voyez, elle parle de changement d'échelle. OK? Et ça veut dire? Ça veut dire tout simplement là que si, comme d'habitude, au départ, c'est toujours la même chose, on a un signal x de t dont on connaît la transformée grand X de oméga, qui est donnée par l'intégrale de x de t exponentielle de moins j oméga t dt. Maintenant, la question, c'est-à-dire on cherche la transformée de x de at. C'est-à-dire on change d'échelle. On fait ou bien un zoom ou bien une compression. Ça dépend de la valeur de a. Donc, si on cherche maintenant la transformée de x de at, comme tout à l'heure, ce n'est pas la peine de refaire tout le calcul. On va voir qu'on peut utiliser directement le résultat précédent, c'est-à-dire grand X de oméga que l'on a. Et comment? Tout simplement en revenant à la définition de la transformée de Fourier. Donc, la transformée de x de at est donnée par l'intégrale de x de at exponentielle de moins j oméga t dt. Définition de la transformée de Fourier. Donc là, si on fait un petit changement de variable, là aussi, de taux égal à at, ce qui veut dire que t est égal à 1 sur a fois taux. Donc là, on a des t, on les remplace par 1 sur a fois taux. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On aura alors dt, élément d'intégration,
est donné par 1 sur A fois D taux. Et là, on a mis une valeur absolue de A. Pourquoi? Parce que là, c'est pour inclure les deux cas possibles de A, positif ou négatif. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, monsieur, monsieur. Il y a un problème là. Est-ce que tout le monde m'entend là? Bon, s'il vous plaît, si vous avez des questions, si je n'arrive pas à vous entendre, vous écrivez uniquement. Et ça concerne tout le monde. Hein. Ce n'est pas uniquement M. Zabo Bebo Merdassi. OK? Donc, j'ai dit que la valeur absolue de A, c'est pour inclure les deux cas possibles de A positif et négatif. Pourquoi? Parce que tout simplement, si A est positif, donc T est égal à 1 sur A fois taux. On remplace directement. Mais si A est négatif, qu'est-ce qui va se passer? On aura au niveau de T qui est égal à 1 sur A taux avec un A négatif, mais les bornes d'intégration aussi, elles vont changer. C'est-à-dire celle d'en haut, elle va devenir négative et celle d'en bas, elle va devenir positive. Et si on les inverse, pour les avoir dans le bon ordre, c'est-à-dire de moins l'infini en bas et plus l'infini en haut, donc il y aura un moins devant. Avec le moins de tout à l'heure, avec le A, on obtiendra un plus. Et c'est pour ça qu'on a mis ici valeur absolue de A. Et là, si vous voyez le calcul, quand on remplace T par 1 sur A fois taux, on obtient 1 sur valeur absolue de A, intégrale de x de taux exponentielle de moins j oméga sur A, le tout fois taux. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, c'est la définition de la transformée de Fourier, mais au point oméga sur A. Et non pas oméga. Donc, c'est 1 sur module de A, grand X, ce qui est la transformée de Fourier initiale, fois de oméga sur A. Donc, en résumé, si par exemple on cherche la transformée de x de moins t, ça veut dire que A est égal à moins 1. Donc, la transformée de moins t, de x de moins t, ce n'est rien d'autre que 1 sur A, c'est-à-dire 1 sur 1, fois grand X de oméga sur moins 1. Donc, c'est x de moins oméga. C'est-à-dire qu'il faut revenir à la transformée de x de t, grand X de oméga, et remplacer oméga par moins oméga, tout simplement. Si c'est taux égal à 2t, là aussi, ça va être 1 sur module de 2 fois grand X de oméga sur 2. C'est-à-dire qu'il faut remplacer oméga par oméga sur 2. Et ainsi de suite. Donc là, ça vous évite, comme on a dit au début, de refaire à chaque fois tous les calculs à partir d'origine. Mais d'utiliser ces propriétés pour éviter de refaire l'intégrale, le calcul intégral, que l'on utilise toujours dans la transformation de Fourier. Monsieur, je n'ai pas compris pourquoi on utilise la valeur absolue. Bon, je viens d'expliquer. Pour comprendre ça, essayez d'avoir un stylo et une feuille avec vous là. J'ai dit, imaginez que A est positif. Donc T est égal à 1 sur A fois taux. OK. Et on remplace partout T dans l'expression de l'intégrale, T par 1 sur A fois taux. OK. Vous allez obtenir directement le résultat final, 1 sur A, sans valeur absolue, x de grand X de oméga sur A. Là, on est d'accord. Maintenant, si A est négatif, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire dans l'élément dt, d'intégration.
avec A négatif, hein, ça va être dt est égal à 1 sur A d taux, avec A négatif. Sauf que les bornes d'intégration de l'intégrale, elles vont elles aussi changer, puisque A est négatif. Donc on aura la borne supérieure, c'est moins l'infini, et la borne inférieure, c'est plus l'infini. Pour les remettre dans le bon ordre, c'est-à-dire en bas moins et en haut plus, c'est-à-dire ce sera égal à moins intégrale de moins l'infini à plus infini. Avec le A qui est négatif, donc ça va être moins par moins, ça va nous donner plus, c'est-à-dire valeur absolue de A. C'est pour ça que la formule générale, c'est 1 sur A, x de oméga sur A. S'inverse, c'est ça. Le moins sort de l'intégrale, donc les bornes s'inversent. Les bornes s'inversent et ça ne change rien. Non, ce n'est pas que ça ne change rien, monsieur Soltani. C'est-à-dire que quand on remet les bornes dans le bon sens, c'est-à-dire moins en haut et plus, moins en bas et le plus en haut, il y aura un signe moins à l'extérieur. Mais n'oubliez pas qu'il y a un autre signe moins aussi du A, puisqu'il est négatif. Donc c'est le produit des deux qui va nous donner une valeur positive, c'est-à-dire c'est le module de A. OK? Donc nous avons cette expression pour ce qu'on a appelé le changement d'échelle. Maintenant, on passe à la suivante qui est la dualité, qui est aussi très importante. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette notion de dualité? Tout simplement, elle veut dire que si x de t ainsi un x de t possède une transformée grand X de f, alors la transformée de grand X, c'est-à-dire on prend la fonction de tout à l'heure grand X de f et on remplace f par t. Donc la transformée de grand X de t n'est rien d'autre que petit x, c'est-à-dire la fonction de départ dans le domaine temporel x de t. Sauf qu'au lieu de t, on remplace t par moins f. C'est bien compris. On a transformé de x de t qui est grand X de f, et on cherche à transformer maintenant de grand X de t, et qui est donné directement par cette expression de petit x de moins f. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que, pour la démonstration, on part de petit x de t. On a dit x de t, c'est la transformée inverse de grand X de f. C'est-à-dire que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand X de f exponentielle de plus j oméga t dt. J oméga, non, j de moins 2j pi ft df. Ça, c'est x de t. Maintenant, si c'est x de moins t, donc on remplace le t par moins t et on aura un signe moins, c'est-à-dire intégrale de grand X de f exponentielle maintenant de moins 2j pi ft df. Et en échangeant maintenant les variables t et f, c'est-à-dire en remplaçant t par f et f par t, on obtient petit x de moins f égale à cette expression, c'est-à-dire la tf de x grand X de t. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de voir pratiquement. Allez voir, on a un exemple. Prenons un exemple qui est très simple, que l'on a déjà vu. On a vu que la transformée de delta de t, si vous vous rappelez, c'était quoi? La dernière fois, on en a parlé. La transformée de delta de t, de Dirac. On avait dit que c'était égal à quoi? Pardon?
Écrivez ce même. Exactement. Monsieur Zamoub, c'est 1. C'est-à-dire que c'est 1 de f. Maintenant, dans le domaine fréquentiel. OK. On a dit que c'était une fonction constante, 1. Mais maintenant, si on prend cette fonction dans le domaine fréquentiel, c'est-à-dire 1, mais qu'on la met dans le domaine temporel, c'est-à-dire 1 de t maintenant, c'est dans le domaine temporel. C'est quoi sa transformée? D'après cette propriété? C'est l'intégrale de 1 exponent moins 2 pi 2 de pi Pardon? ft. C'est? L'intégrale de 1 exponentielle moins 2 pi ft. Non, fais pas de calcul, jeune homme. Non, directement le résultat, j'ai dit. C'est ça l'intérêt des propriétés. On ne va pas refaire à chaque fois le calcul en utilisant cette propriété justement de dualité. On a dit à transformer de delta de t est donné par 1 de f. Donc, quelle est la transformée de 1 de t? Delta de moins t. De moins f. Delta de moins quoi? Moins f. Monsieur, delta de moins f. Là. Transformée. Regardez bien la propriété, qu'est-ce qu'elle dit? De grand x de t, maintenant, la transformée, c'est petit x de moins f. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Delta de moins f. Delta de moins f, exactement. Or, delta de moins f, c'est quoi? Par rapport à delta de f. Comment qu'on passe de x de t, par exemple, une fonction quelconque, f de t, à f de moins t? Symétrie par rapport à l'axe des x. Oui, on sait tous que c'est une symétrie par rapport à l'axe des y. Donc ici, delta de moins f par rapport à delta de f, c'est quoi? Et regardez bien la propriété, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit on part de x de t, la transformée c'est grand x de f, et maintenant la transformée de grand x de t n'est rien d'autre que petit x de moins f. Donc dans notre cas, on vient de voir que, étant donné que la transformée de delta de t, c'est 1 de f, donc la transformée de 1 de t ne sera rien d'autre que delta, mais de moins f. Mais puisque la fonction delta est définie uniquement à l'origine, donc delta de moins f n'est rien d'autre que... Décalé, monsieur. Oui. Ça fait delta de t moins f. Delta de f, exactement. Donc c'est la même chose. Donc si vous vous rappelez, je crois qu'on a déjà tracé la dernière fois. Si vous tracez dans le domaine temporel la fonction d'Irak, essayez de le faire en même temps que moi. Donc dans le domaine fréquentiel, ce sera la fonction 1, partout. Fréquentiel, hein, variable f. Mais maintenant, si vous revenez au domaine temporel et vous tracez une fonction 1 constante dans le domaine temporel, ça transformé dans le domaine fréquentiel, ça va être une Dirac.
de F. Donc vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle une symétrie ou bien une dualité entre l'espace temporel et l'espace fréquentiel quand il s'agit de la transformée de Fourier. C'est-à-dire que Dirac temporel nous donne 1 fréquentiel et 1 temporel nous donne Dirac fréquentiel. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et là, regardez, on vous donne un deuxième exemple. C'est-à-dire, plutôt un exemple qui est là, de la fonction recte. Pour la fonction recte, on l'a vu la dernière fois. On a trouvé que c'était un sinus cardinal. C'est-à-dire ça transformé de A recte de t. On avait vu que c'était égal à AT sinus cardinal de pi ft. Et on a même vu comment tracer ce sinus cardinal. Mais maintenant, si dans le domaine temporel, cette fois-ci, on prend un sinus cardinal, c'est-à-dire si on prend, comme vous le voyez, AB sinus cardinal de pi tb, elle dépend de t, du temps, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine temporel. Ça transformé, c'est quoi? C'est la fonction temporelle de tout à l'heure, c'est-à-dire recte, mais dans le domaine fréquentiel. C'est-à-dire c'est A recte de B, largeur de B, de moins F. Et comme la fonction recte, elle aussi, elle est symétrique par rapport à l'axe des Y. Donc, recte de moins F est exactement égal à recte de F. Donc, la transformée d'un sinus cardinal dans le domaine temporel est donnée par une fonction porte, ou bien rectangulaire, dans le domaine fréquentiel. Et tout ça sans faire aucun calcul. Parce que imaginez que vous amusiez à faire le calcul de la transformée d'un sinus cardinal. Donc ça va être une intégrale de sinus cardinal fois exponentielle de moins j oméga t dt, et là, il y en aura des calculs. Alors que là, en utilisant la propriété et les résultats que l'on connaît déjà, on sait que la transformée de recte est donnée par un sinus cardinal. Donc, la transformée d'un sinus cardinal dans le domaine temporel n'est rien d'autre qu'une fonction recte dans le domaine fréquentiel. Monsieur, c'est pas la peine تحسب. Pardon? C'est pas la peine تحسب. تقول le direct la fonction. Directement, on utilise directement les propriétés. Quand on a des résultats, on les utilise directement. On n'est pas obligé de redémontrer à chaque fois un résultat. On utilise toujours les résultats précédents avec la propriété correspondante, bien sûr. Et là, on va le voir peut-être mercredi prochain à travers les différents exercices que l'on va essayer de traiter. Enfin, juste comme rappel, s'il vous plaît, dites-moi, mercredi prochain, c'est en ligne ou bien présentiel? Présentiel, monsieur. Pardon? Présentiel. Ah, c'est toujours en ligne, la semaine prochaine. Ah non, oh. Monsieur Zaboub dit en ligne et M. Boumardassi me dit présentiel. Je parle de mercredi prochain, hein, après-demain. M. Soltani nous dit que cette semaine, c'est en ligne. Mais seulement, je ne sais pas, j'ai eu une information comme quoi, même quand vous devez travailler en ligne avec certains enseignants, vous faites du présentiel en plus.
Encore, M. Dhemi me dit présentiel et M. Boumerdassi, il répète qu'en ligne. Ah, mais M. Dhemi me dit présentiel. Enfin, comme quoi que c'est tout le monde qui est perdu. Hein. Cette semaine en ligne et la semaine prochaine, présentiel. Oui, mais la semaine prochaine, jeune homme, on sera laïque. Bon, mais apparemment, c'est en présentiel, en ligne. C'est-à-dire, on doit continuer en ligne. Mais si jamais, je l'ai dit et je le répète toujours, vous trouvez qu'un quelconque créneau, une petite fenêtre de temps libre où on peut faire en présentiel, vous me le dites. L'Aïd, c'est lundi et mardi. Oui, je sais. C'est pour ça que je vous ai dit, la semaine prochaine, c'est l'Aïd. On ne va pas se voir. Ok, donc que ce soit bien clair, mercredi. C'est bon, ce mercredi, bien sûr. Hein. Mercredi, après-demain, quoi, sera en ligne. Là, on fera des TD. Ok, on continue avec nos propriétés là. Donc, on vient de voir cette notion de dualité. Maintenant, on passe à la suivante, qui porte, comme vous le voyez, sur ce qu'on appelle le conjugué de x de t. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement, toujours le même principe. On a un signal x de t dont on connaît la transformée grand X de f. Mais seulement maintenant, on cherche la transformée du conjugué de x de t, c'est-à-dire x étoile de t. Et là, en utilisant la définition, comme vous le voyez, c'est l'intégrale de x étoile de t exponentielle de moins j de pi ft dt. Et là, on joue un peu sur la convolution. C'est-à-dire que c'est le tout qui est convolué. Donc, dans ce cas-là, il faut changer le signe de l'exponentielle. Ça devient un plus. Parce que la convolution d'un produit est égale au produit des convolutions. Donc, il y a un plus qui rentre à l'intérieur. Donc, ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que l'intégrale, tout ça, c'est la transformée de Fourier de x de t, mais au poids moins f et non pas f, puisque nous avons un signe plus à l'intérieur, exponentielle de plus j de pi ft. Et le tout convolué avec l'étoile. Donc on aura ces x étoiles de moins f. Ce qui veut dire en pratique que si on a la transformée de x de t, et qui est grand X de f, et qu'on cherche la transformée de x étoile de t, il suffit de prendre grand X de f, de remplacer f par moins f, et de chercher le conjugué, x étoile. Et ainsi, nous avons directement notre résultat. Oui, M. Dhemi, effectivement, c'est les 2 semaines. Non, 2 semaines. Non, M. Dhemi, non. On revient toujours à cette notion de présentiel ou bien en ligne. Oui, la semaine pour les 2. Oui, c'est les 2 semaines prochaines en présentiel, effectivement. Vous avez raison, M. Dhemi. À partir de. Mais là, malheureusement, on va rater la séance de. Probablement la semaine prochaine, je ne sais pas, lundi, mardi. Mercredi, peut-être qu'on va le sauter. Hein. Pas ce mercredi, bien sûr, celui de la semaine prochaine. Bon, on va parler de tout ça mercredi, Inch'Allah. Mercredi en ligne, hein. Je répète encore une fois. Donc, j'ai dit que cette propriété, maintenant, elle nous permet de calculer rapidement la transformée du conjugué d'une fonction x de t.
dont on connaît déjà la transformée grand X de f, bien sûr. OK? On passe à la suivante. La suivante, c'est la dérivation. Et entre nous, honnêtement, c'est celle que j'aime le plus. Parce que celle-là, elle facilite d'une façon incroyable tous les calculs de la transformation de Fourier. Elle dit quoi, cette transformation? Elle dit que si vous avez la transformée x de f d'un signal x de t, et maintenant que vous cherchez la transformée, non pas de x de t, bien sûr, puisqu'on la connaît, mais de x' de t, la dérivée de x de t. Et là, il suffit d'appliquer la définition. C'est intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x' de t exponentielle de moins j de pi ft dt. OK? Et ça, c'est quoi? Si vous vous rappelez, on a parlé une fois, quelque part, de ce qu'on a appelé un produit scalaire de deux fonctions. On avait dit que le produit scalaire de deux fonctions f et g, c'était intégrale de fg dt. Et on avait dit aussi que le produit scalaire de f'g, c'est-à-dire intégrale de f' de t, g de t dt, était aussi égal à moins intégrale de f de t, g' de t dt. C'est-à-dire, dans la première, on dérive la première fonction, mais dans la deuxième, c'est la deuxième fonction qui est dérivée. Sauf qu'il faut rajouter un signe moins devant. Donc, si on applique ça à notre produit scalaire que l'on a ici, qui est donné par intégrale de x' de t exponentielle de moins j de pi ft dt, ça va être égal à quoi? Est égal à moins intégrale de x de t, et on dérive la deuxième fonction, c'est-à-dire exponentielle de moins j de pi ft dt. Et là, on aura égal à moins j de pi f intégrale de x de t exponentielle de moins j oméga t dt. Or, cette intégrale, maintenant, ce n'est rien d'autre que la transformée de x de t, avec devant, multiplié par un terme, qui est donné maintenant par plus j de pi f. Ça concerne la première dérivation. On peut aller plus loin. La deuxième dérivation, par exemple. Donc, la transformée de x secondes de t sera quoi? On peut faire la même chose que ce qu'on a fait maintenant. Et on arrive à j de pi f au carré fois x de f. Et ainsi, on peut généraliser. C'est-à-dire que la transformée de Fourier de d1 sur dt1 de x de t, la énième dérivée de x de t, sera égale à j de pi f à la puissance n fois x de f, que l'on connaît. Est-ce que tout le monde comprend le principe de comment on utilise cette propriété de dérivation? Monsieur, Pardon? C'est-à-dire que maintenant, sur le plan pratique, qu'est-ce qui va se passer? Quand on vous donne une fonction qui est compliquée pour calculer sa transformée, qu'est-ce que vous faites? Vous la dérivez. Et peut-être que vous la dérivez une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois, je ne sais pas. C'est-à-dire on dérive jusqu'à ce qu'on ait une fonction la plus simple possible. C'est-à-dire on ne peut plus encore dériver. Donc on va simplifier notre fonction. Et là, quand on a une fonction qui est très simple, on va calculer sa transformée. Vous allez obtenir un résultat pour la transformée de cette dérivée. Mais maintenant, qu'est-ce que nous dit cette propriété? Elle nous dit que cette transformée de cette dérivée est tout simplement égale à j de pi f fois grand X de f. Grand X de f qui est la transformée de la fonction initiale, qui était compliquée.
Donc maintenant, pour déduire x de f, il suffit de prendre ce que vous avez trouvé comme résultat pour la transformée de x' de t, si vous dérivez une fois, bien sûr. Et vous divisez ce résultat par j de pi f, bien j oméga. Et si vous dérivez deux fois la fonction, vous divisez ce résultat par j de pi f, j oméga au carré. Et ainsi, vous obtenez la transformée de votre fonction initiale. Est-ce que vous comprenez le principe? Comme j'ai dit, elle est très très importante, cette notion de dérivation. Essayons de l'appliquer directement. Si vous vous rappelez, la dernière fois, d'ailleurs, je vous ai dit avant lundi, de traiter l'exercice, je ne sais plus lequel, je crois que de la série, je crois que c'était l'exercice 5, non? Où il y avait une fonction qui était composée de trois parties. La première partie pour t entre moins 2 et moins 1, qui était donnée par x plus 2. Ensuite, entre moins 1 et 1, elle était constante égale à 1. Et entre 1 et 2, elle était décroissante égale à moins x plus 2. Et je vous ai demandé de calculer la transformée de Fourier par la définition que l'on connaît et de déposer ça dans ma boîte aux lettres avant aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ça? Monsieur. Oui. Monsieur, mais ما نقراوش بالأربعة الجاية. شغل ما نجيش لافال. Pardon, jeune homme? مسيو واش نمدوك في بطولات تاعك؟ Ouais, mais c'est dommage, hein, ça coupe. Hein. J'entends le début et puis pac, ça part. J'entends pas entièrement ce que vous voulez dire. Monsieur. C'est-à-dire que là, ce que je voulais vous dire là, c'est que cette fonction, elle est relativement compliquée, x de t. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut la séparer en trois parties, comme vous le voyez. Donc, on applique la propriété de linéarité. C'est-à-dire la transformée de ces trois fonctions, si vous voulez, trois morceaux, c'est la somme des transformées des trois parties. Donc, ce sera des intégrales. Monsieur. Des fonctions x plus ou bien moins x plus 2 fois exponentielle. Donc, c'est une intégrale par partie. Donc, vous aurez deux intégrales par partie à effectuer. Ce risque d'être long. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas calculer la transformée de ce signal x, mais on va passer à sa dérivée, x'. Et on va calculer la transformée de la dérivée du signal de départ. Et la dérivée x' de ce signal, c'est quoi? Je crois qu'on l'a même vu une fois. D'entre moins 2 et moins 1, on a une fonction qui est linéaire, dont la pente est égale à 1. Donc sa dérivée est égale à 1. Donc x' de t sera égal à 1 entre moins 2 et moins 1. Entre moins 1 et 1, la dérivée, elle est égale à 0. Et entre 1 et 2, la dérivée sera égale à moins 1. C'est-à-dire qu'on aura deux fonctions rectangulaires. Une qui est positive décalée à gauche et l'autre négative décalée à droite. Oui ou non? مسيو باردون راك في الكور ولا في لي زيكزو ولا؟ ما نفهمش يا أخي. Vraiment désolé, jeune homme, hein, je ne vous entends pas. Il y a un problème.
Vous pouvez écrire là si vous pouvez, jeune homme. Oui, c'est pour ça que je vous demande si c'est possible d'avoir des séances en présentiel, le maximum. Vous vouliez demander quoi, jeune homme? Comme je l'ai dit, là, je ne vous ai pas entendu. Donc, je répète, j'ai dit que la dérivée de x de t est donnée par 1 entre moins 2 et moins 1 et moins 1 entre 1 et 2. Mais maintenant, est-ce qu'on doit s'arrêter ici ou bien on peut continuer? Donc, effectivement, on peut aller plus loin, simplifier cette fonction x' de t. C'est-à-dire passer à x secondes, la deuxième dérivation temporelle. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Je crois qu'on l'a vu. On va avoir tout d'abord, on commence par moins l'infini et on remonte. Quand on arrive à moins 2, on a une variation positive. Donc la dérivée en ce point de discontinuité est donnée par une delta orientée vers le haut, c'est-à-dire cette delta de t plus 2. Ensuite, la dérivée est 0, seconde. Hein. Ensuite, on arrive à un point de discontinuité de moins 1, où on a une variation maintenant négative. Donc la dérivée sera une Dirac toujours, mais orientée vers le bas, c'est-à-dire moins delta de t plus 1. Ensuite, on continue sur notre axe jusqu'à ce qu'on arrive au point t égale à 1. On a une variation négative. Donc, ça va être, la dérivée va être moins delta de t moins 1. Et ensuite, c'est la constante, dérivée nulle, et on arrive au dernier point de discontinuité t égale à 2, où on a une variation positive. Donc, la dérivée est donnée par delta de t moins 2. Oui. Monsieur, pardon. Oui. Question. Monsieur, on a fait l'exo 5. L'intervalle. C'est dommage, jeune homme. Je ne vous entends pas, jeune homme. Hein. Question flexo 5, monsieur. C'est vraiment saccadé, c'est assuré, ce qui fait que je ne comprends rien. C'est pour ça que je vous dis, dans la mesure où vous pouvez écrire, il est préférable d'écrire ce que vous voulez. Et parce que aussi, je crois, cet horaire de 11h midi, c'est le pic. Donc, les lignes, la plupart des lignes sont saturées. À quelle partie de cours on a parlé ou des exos? J'ai dit l'exo 5, hein, monsieur Démy. Dans l'exo 5, oui. L'exo 5, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai demandé la dernière fois d'essayer de le faire. De tracer, je vous ai dit que, sans utiliser la propriété de dérivation, de calculer x de f, qui est la transformée de x de t, qui est là. C'est ce que je vous ai demandé la dernière fois, si vous vous rappelez. Pour vous montrer justement la complexité du calcul de la transformée de Fourier dans certains cas. Et qu'on peut résoudre ce problème de complexité en passant à la dérivée de la fonction initiale. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, justement. Oui, monsieur Boumeldassé, c'est quoi la question?
Ah, ce D, mais pardon. C'est clair là? Donc là, je vous ai demandé de calculer la transformée de Fourier de cette fonction, mais maintenant on vient de voir que l'on peut simplifier ce calcul énormément en utilisant la propriété de dérivation. C'est-à-dire qu'on dérive une fois et on dérive une deuxième fois pour simplifier encore davantage notre fonction. Et quand on arrive à la dérivée seconde, qui est constituée de Dirac uniquement, de 4 Dirac, comme on vient de le voir, on passe à la transformée de Fourier de cette fonction-là, de x', de x seconde de t. Donc pour chaque Dirac, on sait que sa transformée est égale à 1, mais comme c'est des Dirac qui sont décalés, donc c'est 1 fois exponentielle de quelque chose. Donc on aura 4 exponentielles. Et en les regroupant 2 par 2, on va arriver directement au résultat de notre transformée. OK? Est-ce qu'on comprend un peu là? Et d'ailleurs, fonction de t ou fonction de... Mais dans l'intervalle moins 2, moins 1, x plus 2, on parle en fonction de t ou en fonction de x? Ah, ok. Ok. Maintenant, je comprends, effectivement. Oui, oh là là. Ouais, je suis désolé, monsieur D, mais effectivement, vous avez raison, jeune homme. Hein. Il faut corriger là, c'est une erreur. Là. C'est t plus 2 et moins t plus 2. Ouais, c'est une erreur de frappe, là. D'ailleurs, je vais corriger, même pour moi. Tout le monde a compris cette erreur. Parfois, ça arrive, des erreurs de frappe, malheureusement. Tout le monde a compris, là. C'est-à-dire que le signal x de t est égal à 1 entre moins 1 et 1, est égal à t plus 2 entre moins 2 et moins 1, est égal à moins t plus 2 entre 1 et 2. Merci encore une fois, jeune homme. Bon, j'essaie de lire là. Oui, non. Pas de x alors. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas de x, puisque la fonction va devenir ct, la variable ct. X plus 2, c'est t plus 2, pas x, monsieur Drémy. Monsieur, quelle partie Ça, allez? vous aurez dû me le signaler. Madame? Flexo 5. Oh, je n'ai pas compris la question. Hein. Donc j'ai dit qu'on corrige sur la série, c'est-à-dire là où il y a des x, on met des t pour l'exercice 5. Donc maintenant, pour recalculer la transformée de Fourier de notre signal, ce signal, j'ai dit qu'on peut utiliser la propriété de dérivation. On dérive une fois, ensuite on dérive la deuxième fois. Et on cherche la transformée de Fourier de la deuxième dérivée, qui est très très simple par rapport à la première. Et une fois qu'on a le résultat final, pour retrouver la transformée du signal initial x de t, il suffit de diviser le résultat que vous avez trouvé par
J oméga au carré. Est-ce que tout le monde a compris le principe? Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour les gens qui ont déposé déjà l'exercice dans ma boîte aux lettres, c'est bon. Mais pour le reste, ce que je vous demande de me faire maintenant, c'est de calculer la transformée de Fourier du signal initial, tel que je l'ai donné la dernière fois, tel qu'il est sur le TD, sur la liste des exos. Ensuite, je vous demande de faire la première dérivée de ce signal et de calculer sa transformée. Ensuite, de diviser par J oméga pour retrouver la transformée du signal de départ. Et troisième partie, je vous demanderai de calculer la transformée de la deuxième dérivée. Et ce résultat, vous le diviserez par J oméga au carré. Et dans les trois cas, normalement, vous devrez retrouver le même résultat. Parce qu'on s'intéresse toujours à la transformée du signal de départ. Et on le fait par différentes méthodes. La première, c'est la méthode directe. La deuxième, la méthode de dérivation, mais première dérivation. Et la troisième méthode, c'est la méthode de deuxième dérivation. Et là, normalement, vous devez obtenir trois résultats identiques. OK, essayons de continuer. Et là, apparemment, je crois qu'on est à la dernière. Et qui s'appelle la convolution. Et là, elle est très, très importante, c'est là aussi, parce que c'est à la base de ça qu'on fait l'étude, d'une part, des systèmes linéaires, et d'autre part aussi qu'on fait le filtrage. Tout est basé sur cette notion de convolution. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est à la partie convolution. Hein. Quand on a un système linéaire invariant, on a dit que la sortie de ce système était donnée par intégrale de x de taux, h de t moins taux des taux, avec h qui est la réponse impulsionnelle. Maintenant, quand on s'intéresse à la transformée de Fourier de la sortie y de t d'un système linéaire invariant, c'est-à-dire on s'intéresse à grand Y de f, qui est donné par la TF de Y de t. Et remarquez que là, ça veut dire qu'on aura deux intégrales. La première intégrale, c'est celle de la convolution, et la deuxième, c'est celle de la transformée de Fourier. Et là, comme vous le voyez, on peut intégrer en premier par rapport à t ou pas bien par rapport à taux. Nous avons deux variables, taux et t. Donc, on commence à intégrer par rapport à t, comme vous le voyez. Donc, on obtient h de f exponentielle de moins j de pi f taux. Pourquoi? Parce que là, on utilise la propriété de décalage temporel. Si la transformée de h de t, c'est grand H de f, donc la transformée de h de t moins taux, c'est grand H de f exponentielle moins j de pi f taux. Propriété de décalage temporel. On continue maintenant avec la deuxième dérivée, la deuxième intégration par rapport à taux. Et là, vous voyez qu'on retrouve l'expression de grand X de f. Ce qui veut dire que la transformée de y de t, qui est grand Y de f, est donnée par le produit de h de f fois x de f. Donc, c'est le produit de la transformée de h fois la transformée de x. Et là, vous voyez que quand on travaille dans le domaine fréquentiel pour les systèmes linéaires, on est plus à l'aise, c'est-à-dire qu'il est plus facile. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec un produit. Alors que dans le domaine temporel,
pour les systèmes linéaires, on travaillait avec des convolutions, c'est-à-dire qui est une intégrale. D'ailleurs, on va le voir à travers les exemples. Quand on veut calculer une fonction y de t, qui est donnée par une convolution, on va passer au fréquentiel d'abord pour faire le produit. Ensuite, on revient au temporel, tout simplement. Exemple. On peut voir l'exemple qui est donné ici. Donc, conclusion, vous dit que la convolution dans le domaine temporel devient un produit dans le domaine fréquentiel. De même, la réciproque est aussi vraie, un produit dans le domaine temporel devient une convolution dans le domaine fréquentiel. Par exemple, le premier exemple qu'on vous donne, on vous dit de calculer la convolution de x de t avec delta. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas calculer dans le domaine temporel, on va aller au domaine fréquentiel. C'est-à-dire que la transformée de Fourier de cette convolution est égale au produit des deux transformées, c'est-à-dire la transformée de x fois la transformée de delta. Or, nous savons maintenant que la transformée de delta de t est égale à 1. Donc, le produit des deux va nous donner directement x de f. Et la transformée inverse de x de f, c'est quoi? C'est x de t. Donc, la convolution de x de t avec delta de t est égale à x de t, tout simplement. Donc, on n'avait pas à calculer cette convolution. De même, à travers l'exo 2, où on vous demande de calculer la convolution Bon, M. Zaboub dit que le sang a coupé. Est-ce qu'il a coupé pour tout le monde? Apparemment, il a coupé pour tout le monde, là. Bon, c'est-à-dire, je veux dire que, est-ce que vous m'entendez au moins ou pas? Maintenant, oui. Oui, effectivement, je vous dis que c'est la mauvaise période, c'est-à-dire de la journée, c'est de prendre justement dans la mi-journée, où tout le monde est connecté, donc la connexion, effectivement, elle s'affaiblit. Donc, j'ai dit que, est-ce que vous avez suivi l'exemple 1 que j'ai donné? J'ai expliqué l'exemple 1 de l'utilisation de la convolution. Sinon, on le refait rapidement. Oui. Donc, j'ai dit qu'on peut passer dans ce cas-là à l'exemple 2. L'exemple 2, vous avez une convolution maintenant de x de t avec delta de t moins t0. Et on vous demande de calculer cette convolution. Qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a une convolution, il faut penser à Fourier. On va aller à la transformée de Fourier de toute cette convolution, qui est égale, par définition, maintenant au produit des deux transformées. Donc, c'est la TF de x fois la TF de delta de t moins t0. La TF de x, c'est grand x de f. Et la TF de delta, c'est quoi? On sait que la TF de delta tout seul, de delta t, c'est 1. Mais ici, elle est décalée de t0. Donc, on utilise la propriété de décalage temporel, ce qui nous donne TF de delta de t moins t0 est égal à 1 fois exponentielle de moins j de pi f t0. Or, maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons produit final de x de f fois exponentielle de moins j de pi f t0. Ça, c'est quoi? Quand on passe à la transformée inverse, ce n'est rien d'autre que
x, petit x de t moins t0. Transformé inverse. C'est-à-dire une multiplication par exponentielle dans le domaine fréquentiel correspond à un décalage dans le domaine temporel. C'est ce qu'on avait appelé la propriété de décalage temporel. Ce qui veut dire que la convolution maintenant de x de t avec delta de t moins t0 n'est rien d'autre que x de t moins t0. Donc vous voyez que cette propriété de la transformée de la convolution, là aussi, on va l'utiliser énormément dans l'étude de nos systèmes linéaires, que ce soit pour la réponse ou bien, comme je l'ai dit, pour le filtrage, que l'on va voir après. Maintenant, dernière partie. Et si vous vous rappelez, vous avez déjà vu ça, le théorème de Parseval. Donc, lorsqu'on a parlé de décomposition en série de Fourier, Monsieur, et je vous ai dit qu'on laissera ça pour plus tard. monsieur, Oui. برضو عندنا كود دوك على الوحدة. Aïe, 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 aïe. Monsieur, je demandais من عندنا نديرو في ليكزو 5 اللي ما داروش ليكزو 5. J'entends pas, jeune homme, hein, ça coupe. Hein. C'est assuré, alors ce qui fait que je ne comprends pas du tout le sens global. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes dans la mesure où vous pouvez écrire quelque chose, votre question, il est préférable de l'écrire. Parce que le son, ça ne va pas du tout. Oui, monsieur Démé, pour l'exo 5, oui. J'ai dit qu'il fallait corriger t, à la place du x, mettre un t dt. On a t plus 2 et moins t plus 2. Et que j'ai demandé pour cet exercice de me calculer la transformée de Fourier de ce signal par 3 méthodes différentes. La première, c'est la méthode directe. La deuxième, en faisant la première dérivée. Et la deuxième, en faisant la deuxième dérivée. Du signal x de t, bien sûr. Et de calculer les transformées de Fourier respectives. Et normalement, dans les 3 méthodes, vous devez retrouver toujours le même résultat. Et là, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'essayer de me déposer ça dans ma boîte avant mercredi. Si vous êtes à l'université, bien sûr. Pas Monsieur, vous déranger uniquement. Oui. Monsieur, ما نقراوش avant demain. Demain au بلا 4 ما نقراوش. On ne peut pas déplacer à la fac. Eh bien, figurez-vous que j'ai rien entendu, monsieur Boumerdassi. Hein. Vous dites, ça coupe là. Dès le début, ça marche un peu et puis tac, le son il part. On ne peut pas déplacer à la fac. Oui, je comprends très bien. Non, oui. Non. C'est pour ça que je vous dis, si vous déplacez à la fac, vous me déposez ce devoir, ben, si vous ne déplacez pas à la fac, on laissera ça à la semaine prochaine. Tout simplement, on n'a pas le choix. Ok, donc bon, je suis vraiment désolé, mais bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Malheureusement, bon, on travaille dans des conditions vraiment déplorables. Et là, on va essayer, en espérant que mercredi prochain, la connexion sera meilleure. On va essayer de faire le maximum, donc mercredi à 11h30. Et sinon, on va essayer de profiter des autres semaines où on aura des cours en présentiel. Et là, on va essayer de se rattraper. OK, les jeunes? Alors, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et ça have tout le
Merci, monsieur.